Donc, bon midi à toutes, je dirais bien à tous. On a un beau groupe de femmes ce midi pour ce webinaire avec Cynthia Cohen, qui est CRHA, sur l'expérience employée. Euh, Peut-être faire une petite présentation de qui je suis, puis ensuite, je pourrais laisser la parole à notre vedette du jour. Donc, moi, je suis responsable des communications chez Académie GRH. Mon nom, c'est Marie-Pascale Fortier. Je suis avec Académie GRH depuis quoi, 4 ans environ. Donc, je suis une passionnée aussi de communication, certes, mais aussi de gestion et d'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir l'occasion de jumeler toutes ces belles passions dans l'équipe d'Académie GRH. Aujourd'hui, mon rôle sera tout simplement d'animer cette belle discussion à laquelle je vous invite à participer. Si vous avez envie, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Ça va nous faire plaisir. Ben, ça va faire plaisir à Cynthia d'y répondre et on va pouvoir aussi prendre une période de questions à la fin si jamais vous avez d'autres questions qui pourraient être pertinentes, tant qu'à avoir cette belle ressource avec nous ce midi. Donc, Cynthia, maintenant, je t'inviterai à te présenter rapidement. Merci Marie-Pascale. En gros, mais moi, je suis consultante et formatrice en gestion et en ressources humaines et je suis aussi la propriétaire de Académie GRH depuis maintenant 6 ans. Mon rôle, en gros, c'est d'aider les entreprises et les entrepreneurs, les gestionnaires à relever tous leurs défis concernant l'humain, mais surtout de le faire de façon humaine, s'assurer que la vie des employés est agréable en entreprise surtout. Puis aujourd'hui, ben, pour moi, c'est un plaisir de partager ce moment-là avec vous autres. J'espère qu'on va avoir un agréable moment ensemble. J'en profite aussi pour saluer la présence de Corinne qui est dans l'équipe de recrutement d'Académie GRH. Donc, aussi une très belle ressource pour tous vos besoins en recrutement. Cynthia, donc, question d'entamer la discussion dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu, à ton avis, l'expérience employée, c'est quoi, puis en quoi c'est important pour les entreprises? OK. Bien, en gros, l'expérience employée, à mon sens, ça englobe tout ce que vit un employé, tout ce qu'il va ressentir ou percevoir tout au long de sa vie d'employé dans une entreprise. Donc, ça démarre au moment où il y a un premier contact avec l'offre d'emploi ou avec quelqu'un qui va essayer d'aller le toucher pour qu'il vienne vers l'entreprise et tous les petits contacts qui vont se passer jusqu'à son départ de l'entreprise. Donc, c'est tout ce qui va se passer entre les deux va faire partie de l'expérience employée. Pourquoi est-ce que c'est important? Mais toutes les actions que l'entreprise va prendre pour améliorer l'expérience employée auront des effets sur autant l'engagement et la productivité, l'attraction, la rétention, la réputation de l'entreprise, l'innovation et la créativité. Mais en fait, le plus gros avantage qu'une entreprise va avoir à mettre l'accent sur l'expérience employée, c'est le taux de rétention. Surtout dans le contexte aujourd'hui où on est, qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, je pense qu'on n'a plus le choix de faire des actions par rapport à ça. Mmh. Donc, ce qu'on en retient aussi de ça, c'est que l'expérience employée, c'est pas juste auprès des employés, mais en fait, dès qu'il y a un affichage d'emploi que commence cette expérience-là, dès le premier contact de la personne avec l'entreprise. Oui, puis des fois, ça ne sera même pas avec l'affichage d'emploi. Des fois, ça va passer par un chasseur de tête qu'on va avoir nommé pour parler au nom de l'employé, mais ce chasseur de tête-là doit être formé pour être capable de bien vendre l'entreprise, puis de parler au nom de l'entreprise. Donc, tous les collaborateurs qu'on va choisir pour travailler au nom de l'entreprise deviennent importants aussi. Super. Et est-ce que c'est quelque chose qui a beaucoup changé dans les dernières années? Est-ce que l'expérience employée, on pourrait dire que ça a pris une plus grande importance? Je Sans contredit, oui. Heu, on ne se cachera pas que la pénurie des talents qu'on vit, puis c'est exacerbé depuis la COVID-19, en fait, que l'expérience employée devient tellement important et puis on sait que ça s'améliorera pas. On s'attend à ce que la pénurie d'employés revienne à une certaine normale d'ici 2030, si c'est pas 2040. Fait qu'on n'a pas fini, de jouer dans ce domaine-là avec, une guerre des talents. C'est sûr que l'arrivée des nouvelles technologies aussi. Donc, toutes les entreprises deviennent de plus en plus automatisées, mais en faisant ça, il ne faut pas que les employés se sentent mis à part pour autant. Il faut leur trouver des nouveaux rôles, il faut les former, il faut les développer. La demande aussi, encore une fois, la COVID est venue vraiment jouer dans nos pattes au niveau RH, mais la demande de flexibilité a augmenté, le travail à distance a augmenté, donc il faut mettre tout ça dans le bain aussi de l'expérience employée.
Au-delà de tout ça aussi, il y a la culture du bien-être qui s'est installée dans nos organisations, la bienveillance qui est importante, les gens qui veulent avoir une vie en entreprise, une reconnaissance. Il y a aussi l'avenue de la diversité et inclusion. Aujourd'hui, on a une meilleure compréhension de la diversité puis des actions concrètes qu'on doit mettre en place pour être sûr de bien répondre aux besoins de ces communautés-là. Se poser une deuxième question, pourquoi est-ce que c'est plus important aujourd'hui? Ben, on y répond en même temps avec ce qu'on vient de parler. Donc, encore une fois, c'est la compétition des talents, faire face aux attentes des employés, mais surtout, pourquoi c'est important, c'est qu'il va falloir mesurer nos efforts à la fin. Est-ce que ça a un effet sur la satisfaction de nos employés, sur l'engagement, sur la productivité, sur la rétention? Donc, il y a vraiment plusieurs facteurs qu'on peut observer à la fin. Parfait. Et on parle dans quoi c'est important, pourquoi ça a changé, mais le rôle du gestionnaire dans cette expérience-là, il se situe où? Ah, ça devrait être le joueur étoile. Tu sais, le directeur, quand il pense, là, c'est le prolongement de la direction parce que c'est lui qui va avoir un lien direct avec l'employé au quotidien, mais c'est aussi le prolongement des RH. On a beau implanter n'importe quel programme RH, si le gestionnaire n'est pas formé pour l'utiliser, pour le déployer au quotidien ou le faire vivre aux employés, ben, c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc, notre gestionnaire, c'est le communicateur immédiat, c'est le support aux employés. C'est lui qui est là pour donner de la reconnaissance, puis parfois agir en tant que médiateur entre la direction et l'employé. C'est lui qui doit faire vivre la culture du bien-être. Finalement, il y a un très gros rôle à jouer. Donc, c'est là que c'est important de supporter nos gestionnaires d'entreprise. Mmh. Et on parlait de l'impact qu'ils ont, puis en termes de composantes justement ou d'éléments clés, de l'expérience employée, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple? Ah, mais là, on tombe vraiment dans le plus du théorique. Tu sais, quand on va parler de l'expérience employée, on disait que ça va englober toute la vie, de l'employé. Sauf que quand on parle des composantes, j'en identifie plusieurs. La première, mais c'est, tout ce qui est mission, vision, valeur, les orientations de l'entreprise. Est-ce que ça, c'est bien défini, bien communiqué? Puis est-ce que les employés sont au courant? Ensuite, ben, c'est sûr que les technologies, les outils de travail, l'environnement de travail, l'espace physique, est-ce que c'est à jour? Est-ce que c'est agréable? Parce que quand on passe notre quotidien dans un environnement où les outils ne sont pas à jour, où c'est constamment poussiéreux, malgré que je sais qu'il y a des entreprises qui n'ont pas le choix, ça fait partie du quotidien d'être dans la poussière, mais est-ce qu'on fait des efforts pour améliorer ça? Est-ce qu'on offre des pauses aux employés pour pouvoir respirer de l'air propre? Est-ce qu'on fait quelque chose pour eux? Donc ça en fait partie. Il va y avoir aussi tous les moments de vérité, puis les moments d'émotion des employés. Qu'est-ce qu'on va parler par là? C'est bon, à l'embauche, c'est un moment de vérité. And by the way, juste par, par pur plaisir, là, je vous partage ça. J'avais lu une étude que je m'excuse, je ne me souviens plus où exactement, mais on disait que de magasiner un emploi, c'était comme magasiner un bien de luxe. Il y avait eu une étude qui s'était faite qui regardait la pupille de l'œil, puis quand il y avait un emploi qui les intéressait avec les facteurs d'attraction, mais la pupille augmentait, elle grossissait comme si on était en train de magasiner une voiture de luxe. Donc, c'est un moment d'émotion chercher un emploi. C'est un moment qui est important pour un employé. Heu, toutes les rencontres officielles avec le gestionnaire, toutes les promotions qu'on peut avoir, c'est des moments d'émotion. Les départs, c'est sûr que c'est un moment de grandes émotions aussi. Hem, ce qui va aussi bon, si on continue dans les facteurs ou qu'est-ce qui fait partie, de l'expérience employée, on va parler de la communication interne. Donc comment est-ce que tout est communiqué à l'interne, les événements, ce qui se passe à l'interne, est-ce que les décisions de la direction, comment c'est communiqué, comment est-ce que les employés sont informés. Sécurité, confiance émotionnelle, sécurité physique, civilité au travail, ça en fait partie. Puis, ben, on en revient encore une fois au style de gestion. Il ne faut pas oublier que c'est le prolongement, de toutes les initiatives qu'on peut faire, là. Mmh. Donc justement, c'est le rôle du gestionnaire où on était tantôt, il y a aussi ce volet-là de de s'assurer en fait que chacune de ces composantes-là, a une cohérence entre elles puis sont bien communiquées aussi, hein. Exact. C'est vraiment le joueur étoile, hein. Puis si notre, joueur étoile n'est pas bien formé, bien ça peut faire toute la différence dans l'expérience employée. Puis au contraire, s'il est bien formé, s'il sait exactement où il s'en va, il va faire une expérience positive sur la vie des gens.
Quel genre de formation, quel genre de formation peuvent permettre à un gestionnaire d'acquérir ces compétences-là pour être un bon joueur étoile dans une expérience employée? La première que je donnerais, ou la première que je suggère, c'est toujours une formation en communication. Donc, un gestionnaire qui est capable d'aborder ses employés, de parler avec ses employés, de donner un bon feedback, de le coacher, d'être capable de déléguer efficacement, donner des tâches qui sont valorisantes aux employés. C'est sûr que ça fait une différence. Si on y va un peu plus loin par la suite, notre gestionnaire sait parler à nos gens, j'irai avec des formations sur le leadership mais adaptatif. Parce que dans une équipe, disons qu'un gestionnaire a 8 employés, bien, les 8 employés ne sont pas tous au même niveau. Ça se peut qu'il y en ait que ce soit un autre joueur étoile, mais qu'il y en a un autre qui est un petit peu, qui ne joue pas à la même vitesse que l'autre. Donc, il faut que le leader soit capable de s'adapter aux deux niveaux de productivité ou d'avancement de ses employés. Donc, un leadership adaptatif va aussi faire la différence. Puis, ben, le reste, c'est beaucoup de savoir-être, là. Mmh. Super. Hem, dans les composantes, ou plutôt aussi, on a beaucoup parlé de l'importance du processus, de recrutement, d'accueil dans l'expérience employée, mais l'expérience employée se poursuit même au-delà. Donc, la gestion du départ, du moment où un employé donne sa démission est tout aussi importante, je crois, dans cette expérience-là. C'est souvent la partie mal aimée de l'expérience employée. Euh, Quand on a un départ, parfois ça fait vivre des émotions au gestionnaire, ça fait vivre des émotions à l'équipe, mais le principal intéressé, c'est celui qui s'en va. Donc, si c'était quelqu'un qu'on appréciait, quelqu'un qui apportait une productivité intéressante, je pense que c'est important de lui accorder ce moment-là à lui, donc en faisant une bonne entrevue de départ. Si on fait une bonne entrevue de départ avec des bonnes questions efficaces, on va connaître, bon, c'est quoi les motifs du départ. On va être capable d'aller chercher des indices pour s'améliorer à l'interne. On va être capable aussi de savoir à quel endroit il s'en va, puis pourquoi est-ce qu'il quitte notre entreprise. Ces informations-là sont super importantes pour être capable, nous, d'avancer puis de nous élever à un autre niveau, mais encore plus, c'est peut-être de lui dire, hey, regarde, tu peux aller voir chez le voisin si l'herbe est plus verte. Puis si tu te rends compte que l'herbe n'est pas plus verte, ma porte est ouverte. Reviens chez moi, ça va me faire plaisir de t'accueillir à nouveau, mais c'est correct de vouloir aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Puis, en le faisant comme il faut, pour l'avoir vécu avec plusieurs de mes clients, les employés reviennent. Donc, n'hésitez pas à leur faire savoir que, mais oui, c'est correct qu'ils veulent aller voir ailleurs. C'est correct de voir d'autres environnements. Puis, quand ils auront fait le tour, mais ils peuvent revenir, ça va nous faire plaisir, puis ils vont revenir avec une expérience enrichie. Mmh. Donc, le processus de départ fait partie de l'expérience employée pour permettre à l'employé d'avoir vécu une belle expérience du jour 1 au dernier jour, mais en même temps, toutes les informations qui peuvent être récoltées dans cette entrevue-là peuvent servir à bonifier l'expérience des autres qui sont toujours là. C'est tellement précieux. Je pense que c'est le bien résumé. OK. Hem, on parlait tantôt, un petit peu plus tôt, que les gestionnaires devaient aussi apprendre à mesurer l'expérience employée. Mais comme il est beaucoup question d'humain, de ressenti, parce qu'un un employé et un autre ne peuvent pas avoir tout à fait la même expérience employée, comment les entreprises peuvent dire: «Moi, chez nous, l'expérience employée est excellente». Comment ça se mesure? Ça arrive souvent dans la tâche des RH de mesurer ça. Malgré que ça pourrait être une firme externe ou que ça pourrait être la direction qui entame cette enquête-là, le plus simple, le plus facile qui va nous aider à mesurer ça, c'est les sondages d'engagement, les sondages de satisfaction d'employés. Petit conseil en passant, si vous êtes capable et vous avez la confiance en vous de les mener de façon complètement anonyme, bien souvent, les réponses sont différentes de si on identifie un département, un gestionnaire ou quoi que ce soit. Parfois, il y a des employés qui vont avoir peur de dire la vérité, de peur d'être identifiés. Alors, si vous avez la confiance en vous pour les mettre complètement anonymes, moi, je vous dis go, c'est là que vous allez avoir le plus de résultats. C'est sûr qu'on peut mener aussi des entrevues de groupe, des groupes de discussion aussi. Dans
une ancienne vie, on avait créé un comité expérience employée. Donc, au lieu d'avoir juste une équipe RH, ben, on a créé un comité expérience employée qui, eux, dans chaque division ou chaque succursale, pouvaient voir comment que ça se passait dans leur milieu de travail et ramener comment étaient perçues les initiatives, comment étaient perçues les relations, c'est quoi les moments qui sont plus difficiles quand les ventes baissent ou quand il y a un changement dans le type de clientèle qui vient nous voir. Donc, ça nous faisait comprendre c'était quoi le moment vécu, le réel vécu par les employés pour être capable d'adresser ou changer les situations par la suite. D'autres facteurs que vous pouvez regarder par rapport à ça aussi, bon, il y a toute l'analyse de la performance. Si la performance est à la hausse, il y a des chances que l'expérience à l'employé soit positive. Mais quand la performance baisse, c'est un indice qu'il faut regarder qu'est-ce qui se passe puis trouver pourquoi. C'est sûr que les facteurs économiques, les ça qu'on peut vivre dernièrement, mais normalement, l'analyse de la performance va vraiment être un bon indice. Il y a toute l'analyse des tendances des départs qu'on peut regarder aussi. Quand on parlait là, de faire les entrevues de départ pour savoir c'est quoi les raisons de départ, mais si la même raison revient régulièrement, il y a peut-être quelque chose à adresser. Puis, ben, par la suite, il y a les KPI habituels à RH, soit le taux d'absentéisme, les congés de santé. Un autre facteur que vous pouvez regarder aussi, c'est l'utilisation des programmes d'aide. S'il y a une hausse de l'utilisation des programmes d'aide pour des raisons de stress, dites-vous qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe là. Mhm. Puis, on nommait qu'il y avait différentes personnes ou départements qui peuvent mener ces enquêtes-là sur la satisfaction. Est-ce qu'il y a des avantages de faire affaire avec une firme externe par rapport à le faire à l'interne, par exemple? Le gros avantage que je le vois avec les firmes externes, c'est peut-être de faire des entrevues de rétention. Donc, c'est vraiment de faire des entrevues un à un avec un groupe ou avec des employés ciblés ou même toutes les employés parce qu'eux pourront rendre un rapport qui va dépersonnaliser chacune des entrevues. Donc, ça, c'est le gros avantage. Mais sinon, si on est tout ici à l'interne, si on a un bon questionnaire, moi, je pense qu'on peut vraiment bien se débrouiller et faire un excellent job. En sachant où on s'en va, puis en sachant qu'est-ce qu'on veut vraiment mesurer. Ouais. Donc finalement, c'est l'expérience employée, c'est une question de perception des employés, mais ça se mesure quand même, cette perception-là, de différentes façons. Il y a une petite chose que j'aimerais que tu me confirmes, Cynthia. Dans le fond, l'expérience employée est peut-être souvent, rarement, ce que l'employeur pense qu'elle est. C'est triste, mais oui, c'est exactement ça. C'est bien souvent, on va dire: «Ah mais» je pourrais donner tellement d'exemples, mais on a donné des augmentations de salaire, fait que là, ça va faire plaisir à tout le monde. Ah non, c'est pas juste les augmentations de salaire qui fonctionnent ou, ben là, on vient d'implanter un nouvel avantage social ou on vient de déménager dans des nouveaux locaux. Ouais, mais c'est pas ça que ça se peut que ça plaise à certaines personnes, mais ça ne veut pas dire que ça plaît à la majorité. Donc, c'est important de vraiment mesurer puis voir qu'est-ce qui va faire un plus gros impact. Puis surtout, si on vise l'engagement avec l'expérience employée, si on vise l'engagement de nos employés avec l'expérience employée, ce qui va être important, ça va être de mettre des efforts qui vont donner des impacts sur le long terme. On s'entend qu'une augmentation de salaire, ça va être sur le court terme, tandis que si on veut du long terme, ça va être vraiment de connaître qu'est-ce qu'ils veulent profondément, aller à la source de leurs soucis pour travailler ce qui fonctionne vraiment. Mmh. Justement, au-delà du salaire, est-ce que tu peux me donner des stratégies, des exemples de choses qui peuvent être mises en place pour bonifier l'expérience employée dans le cas où un sondage permet de savoir que Colin, il y a quelque chose qui ne va pas, là? Hum. Ben, je vais t'en donner plusieurs, mais ça ne veut pas dire que ça va faire un impact monétaire. Tu sais, je pense que c'est ça qui est important. Il y a des impacts qui vont être plus intrinsèques, qui vont faire plaisir à l'employé. Puis il y en a d'autres qui sont extrinsèques, mais je vais plus viser sur ce qui est intrinsèque. Si on commence par parler au recrutement directement, ça va être de regarder l'expérience candidat. Donc là, vous allez me dire, OK, expérience candidat, expérience employée, ça commence à en faire pas mal. Mais je suis sûre que vous me suivez. En ce moment, j'ai toutes des RH sur l'appel, donc ça facilite le tout.
Donc, quand on va parler d'expérience candidat, ce qui va être important, ça va être d'avoir une communication transparente tout au long du processus. Donc, dès qu'on sait qu'on a un candidat qui est intéressé, ça va être de le tenir au courant de chacune des étapes du processus, peu importe de ce qui se passe. Même si le candidat n'est pas retenu, mais d'avoir une conversation avec lui, au-delà du courriel de malheureusement, vous n'êtes pas retenu. Donc, dès qu'il y a eu une entrevue, ce serait important qu'il y ait un contact jusqu'à la fin. Si on fait du marketing RH, ça va être de s'assurer qu'on présente du réel et non ce qu'on veut présenter ou ce qu'on voudrait montrer comme image d'entreprise. Parce que bien souvent, si on fait du marketing RH de ce qu'on veut montrer, disons le côté givré, mais qu'on ait un côté moins sucré, ça se peut que les employés à l'interne disent ouais, c'est ça, ils font juste ça pour attirer des gens, puis quand ils arrivent, ils sont déçus. Mais c'est sûr qu'au niveau de l'expérience employée, ça ne marche pas. Je me Oui, permets de t'interrompre. ben vas-y. J'avais vu une publication, je me souviens plus sur quel réseau, où on comparait justement l'expérience employée et le marketing RH, où le marketing RH, on avait une publicité de burgers, de fast-food, toutes bien placées, maquillées, illustrées, beau, puis que l'expérience employée, c'était le 10 burger dans la boîte quand tu l'as reçu chez vous par DoorDash. Donc, on avait vraiment le réel et ce qui est projeté par l'entreprise. Donc, tu l'as nommé, le réel versus le perçu, c'est de faire attention de démontrer du vrai quand on parle de marque employeur. Vraiment. Au niveau de la rémunération, où j'en parle quand même, mais tu sais, c'est de s'assurer qu'il y a une équité réelle versus l'équité perçue. Tu sais, l'époque est révolue du moment où le gestionnaire allait voir son employé et dire là, je te donne une augmentation, mais chut, faut pas que tu en parles aux autres. C'est fini. On sait tous que rendu au midi, les employés vont s'asseoir avec leur sandwich à cafétéria, puis tout le monde va savoir qu'il y a une augmentation de salaire. Donc, c'est vraiment important de s'assurer d'avoir une équité réelle, d'avoir une transparence salariale. Ça fait toute la différence. Si on parle de la gestion de la performance, on a parlé de nos fameux gestionnaires tantôt qui ont un gros rôle à jouer, mais il faut aller au-delà du fameux formulaire annuel. C'est important qu'il y ait une rétroaction continue. Puis là, ils vont dire oui, mais on n'a pas le temps, il faut qu'on amène des résultats, laissez ça. Oui, tu as du temps. Tu as du temps, mais il faut que ce soit à ton agenda. Donc, d'avoir des réunions planifiées à chaque semaine, ça fait toute la différence. Dernier exemple que je pourrais te donner, en rémunération aussi, je reviens là-dessus. J'avais eu plusieurs clients qui ont fait des choses qui sont originales. J'en donne un. En ce moment, c'est la période des changements de pneus. Mais qu'est-ce qui arrive si on n'a pas de rendez-vous de changement de pneus? Les employés sont obligés d'aller faire la file, puis là, mais ça occasionne des retards, ça occasionne des pertes de temps, des insatisfactions autant de l'employeur que de l'employé. Mais pourquoi pas faire venir un camion au bureau qui fait les changements de pneus pour les employés? C'est une initiative qui est chouette, qui fait que ça rend les gens heureux, puis tout le monde y gagne, là. Mhm. Super. Et au niveau de, on parle aussi beaucoup de gestion de carrière présentement c'est un des sujets d'intérêt en matière de ressources humaines. Est-ce que cette gestion de carrière-là a une importance, et ce, auprès de toutes les générations en entreprise? Je pense que oui. On sait que c'est pas tous les employés qui vont vouloir devenir gestionnaires, mais on sait que c'est tous les employés qui veulent être appréciés à leur propre valeur. Donc, c'est là que ça va être important d'identifier nos hauts potentiels, d'identifier nos gens qui veulent peut-être avoir une augmentation, mais transversale, ou tu sais, avoir une augmentation des tâches en se développant, en ayant de la formation continue. Donc, tous ces gens-là peuvent avoir un plan de carrière malgré le fait qu'ils ne veulent pas nécessairement devenir gestionnaire ou qu'ils ne visent pas la tête de l'organisation. Donc, ce qui va être important, ça va être d'offrir de la flexibilité dans les formations parce que oui, il peut y avoir des formations qui sont offertes à tous, mais parfois d'avoir une enveloppe de, on va se dire, 200 par année que l'employé peut aller chercher des webinaires en ligne, qui peut aller trouver des cours qui vont lui convenir, mais qui va développer les compétences qui sont nécessaires pour l'employé et pour l'employeur, mais qui va développer l'employé à son propre rythme. Mhm. Super intéressant. Euh,
on parlait dans les exemples concrets d'action parce que, c'est pas toujours un la marque, l'expérience employée va pas toujours être bonifiée par un montant de plus sur la paye. On parlait tantôt de faire venir un camion pour venir faire les changements de pneus des employés. Est-ce que tu as d'autres exemples concrets de trucs dans ta carrière que tu as vus qui sont des beaux exemples de choses qui ont été mises en place pour faire une réelle différence non monétaire dans la vie des employés? Ben, il y en a qui sont monétaires, il y en a qui le sont moins, mais un qui a été frappant, c'était dans des garages. Il y a une entreprise, qui avait, on va se dire, une cinquantaine de mécaniciens, puis les garages sont non climatisés, donc l'été, on s'entend qu'il fait chaud, puis la température peut vraiment monter. Bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont instauré ils ont mis une machine à slush. Donc, out toutes les popsicles, mais ils ont mis une machine à slush là à volonté, puis maintenant, ben, elle fonctionne à l'année. Donc, je peux dire que ça a fait une différence dans la satisfaction, dans le bonheur employé aussi au quotidien. Puis, vraiment, ça a fait une différence. Un autre qui est moins frappant, mais tout aussi efficace, chez un autre client, on a instauré un système de rétroaction continue. Donc, on a mis des QR codes un peu partout dans les murs de l'entreprise, puis on a lié ça avec un Forms de Microsoft. Donc, le but, c'est pas de faire de la publicité pour Microsoft, là, mais et ça pourrait être n'importe quel autre outil de rétroaction qu'on peut mettre en place, mais on a mis des QR codes partout, puis on a dit, on a écrit en dessous que c'était l'outil pour pouvoir envoyer un feedback direct. Puis après ça, ben, c'était les RH qui envoyaient le feedback aux personnes concernées. Donc ça, directement, les employés se sentent écoutés, puis ils sentent qu'ils peuvent faire un feedback 360. Donc ça, c'est toujours bien. Sinon, un autre élément qui a fait une différence à plusieurs niveaux, c'est les politiques claires et respectées d'équilibre travail-vie. De ne pas recevoir des appels à 7 heures le matin quand on commence à travailler à 8 heures, 8h30, ça fait une différence. Pouvoir déconnecter le week-end, ça fait une différence dans l'expérience employée aussi. Donc, tous les petits gestes peuvent compter. C'est pas obligé d'être une machine à slush ou quelque chose qui coûte cher, là. Parfois, un petit geste peut faire la différence. Mmh. Je ne sais pas si dans les gens qui sont là, vous avez des expériences concrètes que vous vivez dans votre milieu de travail. Je crois qu'il y a des gens de RH ou des employés. Je ne sais pas s'il y a des choses que vous aviez envie de partager parce que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez un intérêt pour l'expérience employée, Ben, moi, je pourrais vous dire un peu l'expérience qu'on a. Moi, je suis Ubisoft, mais je suis à Saguenay. Fait que mon rôle est canadien. Je suis conseillère RH au Canada, mais je suis conseillère aussi pour le studio de Saguenay, puis on est 105. Fait que c'est pas aussi gros qu'à Montréal où ils sont 4000. Fait qu'on fait quand même des initiatives comme Ubisoft à Montréal aussi, puis on a un barista, puis on essaie de faire revenir les gens sur place parce qu'ils étaient tous à la maison. Là, on essaie de créer des événements ou des, des, des moments de collaboration en équipe pour que justement les gens reviennent. Mais aussi, on fait des sondages à chaque année pour l'engagement des gens. Puis ce qui est ressorti, surtout, puis on a fait un comité suite à ça, vraiment juste à Saguenay pour pouvoir mettre en place des actions. Ben, je peux vous dire que ce que les gens ont nommé comme ce qu'ils aimeraient ou ce qu'ils ont besoin comme expérience, c'est bien le feedback des gestionnaires. Donc, avoir des retours plus réguliers ou plus soutenus de leurs gestionnaires avec des objectifs précis. T'sais, fait que là, on essaie de voir comment standardiser les one-on-one ou justement comment mettre des objectifs précis à chacun pour qu'ils puissent grandir. Puis encore là, ben, c'est ça, les options de croissance. Fait que, tu sais, leur mentionner l'offre de développement, justement le budget annuel. On a tous un budget annuel pour aller se chercher des formations à l'externe, mais sinon, on a plein de formations offertes aussi. Fait que ça, c'est eux, les gens, ils veulent grandir. Puis c'est ça leur souhait, en fait. Fait qu'ils veulent avoir du feedback de leur gestionnaire, puis ils veulent grandir dans leur emploi ou fait que tu sais c'est ça qui ressort plus que le café puis les parties J'ai sur une la question. terrasse. Est-ce Oui, que chaque employé a son plan de développement individuel? non, c'est volontaire.
Donc, puis ça aussi, c'est à présenter. On en a on a un modèle de plan de développement individuel, puis on veut que les gens l'utilisent. Là, c'est pas Est-ce que ça encore pourrait vous très, très permettre d'ouvrir ancré, des tu sais. conversations? Oui, exact. C'est ça. Fait que, tu sais, là, pour l'instant, on est encore en processus de présenter tout ça, toute cette offre-là aux employés. Fait qu'il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas, qui ont ça. Donc, on est rendu là, dans notre plan d'action. Mais oui, effectivement, que ça serait bien que tous les employés en aient un. Mais là, présentement, c'est vraiment sur une base volontaire en collaboration avec leur gestionnaire. Donc, ils doivent parler avec leur gestionnaire, puis évaluer ensemble qu'est-ce qu'ils veulent faire ou comment ils peuvent grandir au niveau suivant ou au métier suivant. Euh, c'est toutes des options qu'on a aussi. Donc, on en revient au Intéressant. rôle du gestionnaire Oui, oui, le rôle dans cette gestionnaire. expérience. Oui, le gestionnaire est là. Il doit être là, en fait. C'est notre joueur étoile. Mm. Donc, on doit le former pour qu'il soit un joueur étoile. Exact. Fait que c'est ça les points que je voulais apporter, c'est que c'est pas tant non plus la rémune ou c'est ça, les perks C'est pas au-delà du de ça. quotidien, là, exact. C'est vraiment la croissance des gens. Les gens veulent grandir. Merci. Merci pour ce beau partage, Sophie. S'il n'y a pas personne d'autre qui voulait prendre la parole, on va pouvoir continuer. On disait au début que tout ça doit être en fait aussi orienté avec la mission, la vision puis les valeurs de l'entreprise. Je pense que c'est important de le rappeler puis que avant d'entamer quoi que ce soit, que ce processus-là soit fait aussi de bien déterminer ces composantes clés-là de l'entreprise. N'est-ce pas, Cynthia? Je peux juste acquiescer. Et une fois tout ça fait, admettons qu'on est une entreprise de petite taille qui a connu une croissance récente où les RH n'ont pas été nécessairement quelque chose qui a été beaucoup travaillé depuis la fondation de l'entreprise. Comment on démarre ça, un projet d'expérience employée? C'est bien beau dire je veux me concentrer sur l'expérience employée. On commence par où? On fait quoi? La première chose à faire, c'est vraiment d'évaluer la situation. De quel endroit je pars? Donc, ça, on peut le faire par des sondages, par l'écoute des employés, par des rencontres, des groupes de discussion. Mais si on veut démarrer un projet, il faut savoir c'est quoi notre bilan de la situation. Donc, pour ça, c'est important de monter ce bilan-là, puis pas avoir peur des réponses qu'on va aller chercher. La deuxième étape, ça va être d'aller chercher, de se fixer des objectifs. En ce moment, on est là. Où est-ce qu'on veut être à la fin de l'année ou avec le temps qu'on va s'être donné? Donc, on se donne combien de temps pour ces objectifs-là? Après ça, on va élaborer un plan. Donc, quel programme on met en place? Quel programme on modernise? Qu'est-ce qu'on fait de différent? Du moment où on met en... après ça, il faut qu'on prévoit aussi, excuse-moi, là, dans le plan, je ne suis pas finie, pour s'assurer d'avoir dans notre plan la formation pour nos gestionnaires. Donc, ça va être important de définir qui fait quoi, pour quand, puis c'est quoi les résultats qui sont attendus dans ce plan-là. Après ça, ça va être la mise en œuvre. Donc, lancer des nouvelles initiatives, faire des pilotes, faire des essais, retravailler si ça n'a pas donné ce qu'on voulait. Par la suite, ça va être important de communiquer de façon transparente, puis impliquer, former les employés sur les initiatives et comment ils peuvent participer au processus. On s'entend que si on vise l'engagement, une expérience employée positive, il faut impliquer les employés dans le processus. Puis, nos fameux groupes de discussion, c'est là qu'ils peuvent être vraiment efficaces avec nous. Quand on va avoir fini notre fameux cycle ou qu'on est rendu à l'étape qu'on aurait souhaité, ça va être important de faire une évaluation puis d'ajuster nos programmes aux besoins. Donc, toujours se réévaluer puis à partir de là, faire un nouveau plan. Puis, moi, ce que je souhaite ou ce que je vous propose ou ce que j'espère pour notre société, monde du travail en général, c'est qu'il y ait une évolution dans tout ça pour qu'on vise le succès de nos organisations. Notre but à nous, c'est d'offrir un meilleur monde du travail pour nos gens. Oui. Tu disais dans la mise en œuvre de lancer des nouvelles initiatives, de faire des projets pilotes. Est-ce qu'à ce niveau-là, quand on met des toutes nouvelles choses en place où il n'y a jamais nécessairement eu d'attention qui a été portée à l'expérience employée, où la mesure est importante à chaque étape, quand on a fait un projet pilote, est-ce qu'on doit mesurer immédiatement les impacts d'un projet pilote avant de dire qu'on poursuit ou quoi que ce soit?
Je le proposerais, oui, en effet. Tu sais, si on fait avec un groupe témoin, un projet pilote, ce qui va être important, ça va être de revenir à ce groupe témoin-là, puis de dire, hey, comment ça s'est passé? Comment tu as apprécié ça? Puis ça se peut qu'ils nous disent, ah, notre gestionnaire n'était pas tout à fait prêt, il ne savait pas comment utiliser l'outil. Donc, quand on s'est rencontrés, c'était un peu, c'était pas parfait. Donc, on va revenir à la charge, reformer nos gestionnaires, s'assurer qu'ils comprennent bien le pourquoi, le comment on le fait. Donc, plus on va être capable de s'évaluer, mettre l'ego de côté pour vraiment avoir les vraies réponses, plus on va être capable d'avancer pour avoir une réussite à la fin, là. Super. Là, on a parlé de qu'est-ce qui fonctionne, on a parlé des étapes clés, on a parlé de tout plein de choses, mais pas beaucoup des erreurs à éviter ou des faux pas. Quand on se lance quand on se met à s'attarder à l'expérience de nos employés, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou c'est quoi les erreurs qui sont à éviter? C'est correct de parler des erreurs à éviter, mais je suis quelqu'un de positif, fait que j'aimerais mieux parler des conditions de succès. Donc, je révire ta question si tu me le permets, parce que, ouais, c'est ça. Essayer de terminer ça sur une note positive aussi. Ben, la première condition de succès, ce serait d'avoir des objectifs atteignables. Surtout si on n'a jamais mis le focus sur l'expérience employée. Il ne faut pas viser trop haut, trop rapidement. Ça va être décourageant. Puis, on va juste se dire qu'on fait ça pour rien finalement. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir l'engagement de la direction. Donc, si on décide de faire un pas vers la droite, mais que la direction fait un pas vers la gauche, il va y avoir une incohérence, puis les employés ne comprendront pas qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est important que la direction aille dans le même sens que vos efforts que vous allez prendre. Communiquer et impliquer les employés, c'est un must. On vise leur engagement. Bien, engagez-les dans votre projet. Je pense que c'est nécessaire. Reconnaissez les efforts de chacun. Si les employés embarquent dans vos programmes, si les gestionnaires embarquent dans vos programmes, ils ont besoin d'être reconnus. Si on demande aux gestionnaires de reconnaître leurs employés, s'il vous plaît, reconnaissez vos gestionnaires. Ils en ont tellement besoin. Assurez-vous d'implanter une culture de feedback. Donc, vous assurez que les employés puissent donner un feedback au gestionnaire ou à la direction, que le gestionnaire peut donner un feedback aussi. Donc, vraiment, la culture du feedback 360, c'est ce qui va vous aider à aller chercher un succès. Mesurez vos efforts, puis gardez une vision à long terme. Quand on vise l'engagement des employés, on ne vise pas la satisfaction du moment présent, on vise un engagement à long terme. Donc, c'est vraiment de regarder plus loin. Super. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions ou même Cynthia, je ne sais pas si tu avais des choses à ajouter. Ça fait un beau bilan de cette belle discussion-là. Peut-être qu'il y en a qui aimeraient en savoir plus sur certains des aspects qui ont été abordés dans la discussion. Là, c'est le moment d'insérer un bruit de cricket. Mais quand il n'y a pas de questions, c'est parce que c'était clair ou pas du tout. Mais je pense pas que ce soit notre cas aujourd'hui. Donc, puis je suis... Ah, Désolée, Anne, pour ton extinction de voix, puis merci, Sophie, pour ton commentaire. Donc, si jamais personne n'a des questions, c'est ce qui va mettre fin à cette belle rencontre. Je suis certaine que s'il y a des choses qui vous viennent en tête dans les prochaines minutes... Oui. J'ai vu une petite question, je crois que c'est Sophie ou Anne qui l'a posée. Dans les clavardages, excusez-moi, je m'y rends. Ça avait rapport sur les non-volontaires. Ah, comment gérer les départs non volontaires? Ah, Oui, chère exact. Anne, j'aurais voulu que tu clarifies ta question parce que je ne sais pas où tu veux t'en aller vers ça. Donc, tu veux dire les départs non volontaires, les départs que l'entreprise va faire, les départs de groupe. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? OK, on va s'enligner vers ça. Quand il y a des départs involontaires de l'entreprise, donc que ce soit pour raisons économiques, restructuration ou des départs moins joyeux, on va se dire comme ça sans nommer d'autres raisons, c'est la communication, c'est la clé pour les gens qui restent en place. Donc, c'est important que les gens soient au courant qu'il y a un départ parce que quand il n'y a pas la communication par rapport à ça, ça s'ébruite, puis les mauvaises raisons, bien souvent, c'est ça qui va s'ébruiter en premier, donc ça va créer un certain patinage dans l'entreprise. Donc, c'est important que ce soit la direction qui va communiquer le départ. Est-ce que vous êtes obligé de donner des raisons? Moi, je dirais
toujours que ça en revient à la décision de l'entreprise. Toutefois, une transparence est de mise. Tu sais, quand c'est une restructuration, quand c'est une coupure de poste, je pense que ça s'explique. Quand c'est une raison économique, quand les résultats de l'entreprise ne sont pas à la hauteur de ce qu'on se serait attendu. Encore une fois, je pense que les employés vont comprendre malgré qu'ils vont avoir une déception puis peut-être une crainte. Quand ça arrive, c'est important de rassurer les gens qui restent. Ils vont avoir probablement un deuil à faire aussi parce que c'est des deuils de relations internes. Donc, c'est vraiment important de rester proche des gens qui restent et puis de les rassurer aussi sur la prévisibilité de ce qui va s'en venir. Est-ce que eux, leur emploi est conservé? Est-ce qu'ils sont en danger ou pas? Donc, ces gens-là, ils ont besoin surtout d'être rassurés, de communiquer, de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça répond à ta question, Anne? Oui, c'est gentil. Génial. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Merci à tous d'avoir été là. Très apprécié. Merci beaucoup. Merci pour ton temps, Cynthia. Et puis, je suis certaine que s'il y a des gens qui ont des flashs de questions dans les prochaines minutes ou dans les prochaines heures, que Cynthia se fera un plaisir d'y répondre avec toute sa générosité habituelle. Merci.